Mesdames et messieurs, bonsoir. Je tiens à vous remercier très chaleureusement de votre présence ce soir avec nous pour célébrer les 10 ans de la Fondation Roche, 10 ans déjà, 10 ans d'action, de mobilisation, d'écoute, de dialogue, 10 ans consacrés à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques. Les maladies chroniques ne se laissent jamais oublier. Elles sont toujours là, elles sont faites de souffrances plus ou moins aiguës. Elles sont aussi source de vulnérabilité, d'inégalités sociales, professionnelles ou économiques. Au-delà de notre capacité d'innovation scientifique, nous devions, nous Roche, d'innover également sur le plan social, en identifiant des enjeux émergents et en y apportant des solutions concrètes. C'est en travaillant avec tous les acteurs autour de ces problématiques clés que nous avons pu aboutir à la définition de 7 grandes résolutions, comme par exemple la nécessité de faire reconnaître le droit des malades, la nécessité d'améliorer la qualité des parcours de soins, la nécessité de permettre la poursuite d'une activité professionnelle et d'œuvrer pour l'autonomie de la personne. Aujourd'hui, cet anniversaire nous invite à repenser notre engagement pour les 10 prochaines années. Laurence Séguillon, d'abord. Il y a 10 ans, quand la Fondation est créée, on parlait de maladies chroniques, comme on en parle couramment aujourd'hui? On en parlait peu. On en parlait en même temps que l'association Les Chroniques Associées. C'est vrai qu'on était, comme le disait tout à l'heure Corinne Le Goff, un peu pionnier sur le champ de la maladie chronique, qui effectivement a été... on a eu besoin de définir ce champ. Laurence Séguillon, qu'est-ce que le travail de la Fondation a apporté à Roche? Je crois que ça a apporté, en fait, je suis convaincue que l'innovation thérapeutique n'a de sens que si elle s'accompagne d'innovation sociale. Et je pense que c'est vraiment là aussi notre rôle d'acteur de santé, que d'agir à la fois sur la science, mais aussi sur les sciences sociales. J'appelle la directrice des affaires publiques et de la communication de Roche, Laurence Perrault-Berthier. Les difficultés d'accès à la santé pour les patients reposent en fait sur des inégalités qui sont de 3 ordres. Première inégalité, l'inégalité territoriale. On constate par exemple que le risque de cancer est 2 fois plus important dans le Nord-Pas-de-Calais qu'à Paris ou dans le sud de la France. Deuxième inégalité, l'inégalité économique. Songeons qu'aujourd'hui, en France, en 2015, un Français sur 3 a déjà renoncé à des soins pour des raisons économiques. Enfin, les inégalités sociales. Le saviez-vous qu'à 35 ans, un cadre a une espérance de vie supérieure de 7 ans par rapport à celle d'un ouvrier? Pour lutter contre les inégalités d'accès à la santé, nous allons œuvrer sur 3 axes. Il y a la prévention, bien sûr, mais il y a aussi la sensibilisation des différents acteurs, et nous souhaitons le faire en animant le débat public. Et bien sûr, toujours continuer l'action que tu évoquais, Laurence, en soutenant des initiatives. Alors pour cela, la Fondation fait peau neuve, avec un nouveau logo, un nouveau site internet, où chacun pourra s'informer des actions menées par le conseil d'administration, des projets soutenus par la Fondation, des travaux publiés ou des contributions d'experts sur le sujet, en toute transparence. Je vous pose la question à tous les 4 pour commencer. Qu'est-ce qui est pour vous, et je voudrais commencer avec vous, Jean-Jacques Romaté, l'inégalité la plus criante? Moi, je vois d'abord les inégalités physiques, la difficulté d'accès dans certains territoires ruraux, la difficulté d'accès dans certains territoires urbains plutôt défavorisés. Le sujet, c'est dans 10 ans, quand tout aura changé. Quand on fera de la chirurgie non invasive, quand on aura chronicisé encore plus un certain nombre de maladies, là, j'ai très peur qu'un certain nombre de personnes puissent accéder à des soins de très bonne qualité, mais la partie de la population qui est la moins bien informée, qui a le capital culturel le plus faible, n'ait pas accès à ces soins. Je pense que, comme l'a dit Nicolas, si on ne veut pas que les inégalités s'aggravent, la seule manière de combler le gap, c'est de garantir à chacun l'accès au savoir sur la santé, l'accès au savoir sur un traitement. C'est
sans doute paradoxal aujourd'hui au moment où Internet se développe tellement, de se dire qu'il y a encore des inégalités d'accès à la connaissance, à l'information sur une question de santé. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à combler. Les 2-3 années qui sont devant nous sont des années tout à fait décisives. Nous avons connu une baisse du recrutement médical avec un numerus clausus qui avait été très, très sévère. Et aujourd'hui, le nombre d'internes est en train d'augmenter, donc on va pouvoir repeupler un certain nombre de territoires. Mais on peut se retrouver dans 3-4 ans en ayant très mal repeuplé les territoires isolés. De manière Que très ce soit inégale, des- vous voulez dire. Donc il y a toute une stratégie à construire. Ce à quoi on doit réfléchir, c'est le maillage de la médecine de ville. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est pas l'hôpital, c'est pas qu'il y ait des hôpitaux qui ferment ou qui se concentrent. Ce qui m'inquiète, c'est quand je vois le nombre de médecins et la désertification de certains territoires dans le domaine de la médecine de ville. Là, je panique. On a largement les moyens d'organiser un système de santé pour tous, suffisamment généreux pour tous et suffisamment vigilant. 30% des 175 milliards d'assurance maladie, je rappelle, ça fait 50 milliards. Donc on a de quoi faire un système de santé moderne qui se préoccupe de tous et sans inégalité. Donc le gaspillage, on connaît bien. La répartition harmonieuse des ressources sur le territoire, on connaît infiniment moins bien. Et ce dont souffrent nos concitoyens, c'est ça. C'est notre capacité à élaborer un pacte social entre les fournisseurs de soins et ceux qui les payent, c'est-à-dire les citoyens. Je dis assez souvent ces temps-ci, et je reprends le titre d'un livre d'un entrepreneur encore actuel, je pense, La porte du changement s'ouvre de l'intérieur. La porte du changement s'ouvre de l'intérieur. Le jour où tous les soignants auront intégré cela, et dans leur pratique, ce qui n'est pas facile, c'est plus facile de dire faites ceci, faites ça, aidera la personne à changer, alors là, il y aura déjà un grand bouleversement dans notre société. Ce que dit Patrice me paraît extrêmement essentiel, c'est ce passage de l'information à l'éducation. C'est-à-dire, quand on est un professionnel de santé, quand on donne un conseil, le conseil il est centré sur l'émetteur, il est centré sur le professionnel de santé. Quand on veut faire évoluer un comportement, c'est d'éducation dont il s'agit de parler et de pratiquer. Et c'est ça qu'on a tant de mal à faire et que c'est si difficile à changer. Et quand je vois notamment avec l'éducation thérapeutique, ce qu'on arrive parfois à observer est quand même tout à fait triste. C'est pas parce qu'on a mis 20 patients dans une salle avec un type en blouse blanche qui fait cours qu'on fait de l'éducation thérapeutique. Pitié, pitié, c'est pas ça. Mais si on ne va pas rechercher ce défi éducationnel, on aura encore plus de mal à amener les gens à parler et à dire, parce que c'était ça tout l'enjeu de l'éducation thérapeutique. Cette idée-là de favoriser l'acceptation de la maladie, cette idée-là d'avoir des patients à qui on va se poser la question de savoir comment on va fabriquer des compétences pour ces patients-là, pour tenir la distance face à la maladie. C'est un sujet complètement nouveau, parce qu'auparavant, dans la maladie aiguë, au fond, on sortait du traitement ou on sortait de l'opération, guéri. Là, c'est un petit peu différent. On va avoir un combat à mener 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Je me méfie un peu de l'éducation thérapeutique, même si j'en reconnais les bénéfices. Et je préfère personnellement parler de l'entretien motivationnel, où je reviens sur, on part de la personne et le soignant doit aider la personne à faire son chemin. C'est l'accompagnement dont on parlait tout à l'heure. Merci à nos experts. Merci pour ces débats qui ont été riches et qui ont été riches aussi d'enseignements pour nous tous. Merci à vous tous d'être venus ce soir. Merci pour vos questions, pour votre participation.